And different people believe all sorts of different things. Some believe in heaven or hell, and some think we come back as little children, and some think we just wink out, like a candle flame when the wind blows hard. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à écouter le tout premier podcast où je détaille mon parcours. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler de la mort. Inévitable et tragique, elle nous bouleverse et nous fait nous interroger sur le principe même d'une vie après la mort. La vie après la mort est-elle une croyance plurimillénaire créée par l'homme pour ne pas accepter la fin ? La mort a-t-elle toujours été perçue comme une tragédie ? C'est autour de ce débat que nous allons échanger avec mon amie Julie, thanatologue et médium, elle qui côtoie la mort au quotidien et communique avec les défunts, pourra probablement nous apporter quelques éclaircissements et qui sait, peut-être nous apaiser. Coucou Julie, comment vas-tu ? Salut Vanessa, ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Je pense que tu as un bien meilleur météo de ton côté, tu dois avoir beaucoup de soleil toi. Effectivement, j'ai un énorme soleil, un petit peu de vent, mais bon, allez, on va dire que ça va quand Alors même. que nous, tu sais, on a 10 jours de pluie, là c'est un peu une catastrophe dans le nord de la France. Voilà, Julie, comme vous pouvez le comprendre, est dans le sud, toujours privilégiée par le soleil, ça c'est une grande chance. Alors, Julie, du coup, comme j'expliquais, tu es donc thanatologue et médium. Je pense que c'est une double casquette assez originale. Les gens n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ces deux choses, je pense. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est le métier de thanatologue ? Alors, thanatologue en soi, c'est pas un métier, mais plutôt thanatologue, c'est celui qui s'intéresse à la mort, de par tous les sujets en fait. Mon métier, effectivement, par contre, à côté, je travaille dans le funéraire et j'ai une triple casquette dans le funéraire, même une quadruple, même tout ce que tu veux, puisqu'en fait, j'ai pratiqué, je crois, tous les métiers qu'il est possible de faire dans le funéraire, à part peut-être fossoyeur. Alors, qu'est-ce que tu as fait du coup ? C'est quoi l'étendue de tes tâches dans le funéraire ? Alors, j'ai été aussi bien conseillère funéraire que thanatopracteur. Qu'on confond souvent effectivement avec thanatologue. J'ai travaillé dans un funérarium, j'ai travaillé comme alors j'ai pas fait porteur parce que pour une femme aujourd'hui porteur c'est un petit peu compliqué aussi, mais j'ai fait maître de cérémonie. Enfin voilà, je crois que j'ai touché du doigt à peu près tout ce que la mort peut nous permettre de toucher. Et tu fais ça depuis combien de temps du coup ? Alors maintenant, ça va faire 3 ans. C'est une reconversion professionnelle et je regrette pour rien au monde. Alors, c'est vrai que moi, je te connais déjà depuis quelques années, je vais y revenir après, mais je t'ai vu du coup en pleine reconversion, parce qu'on peut dire peut-être ce que tu faisais avant qui n'a absolument rien à voir. Je parle vraiment de avant. Tu étais directrice d'un magasin, c'est ça ? Tout à fait, chez Maison du Monde, pour pas les citer. C'est du bois, tu vois, c'est pour montrer qu'il y a quand même une correspondance. Avant, je vendais des meubles en bois, maintenant, voilà, je vends des cercueils. C'est vrai que c'est complètement différent, mais il y a quand même quelque chose qui est lié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as voulu faire ce métier ? C'est une bonne question. Alors, je pense que moi, la mort m'a toujours fascinée. J'ai toujours eu une espèce de fascination pour tout ce qui touche la mort. Quand j'étais petite, j'ai regardé la série Six Feet Under et comme beaucoup de gens, ça m'a donné envie d'être thanatopracteur à un moment donné. Je regardais aussi ces émissions, tu sais, type, alors je me rappelle plus l'intitulé exact, mais il y avait, c'était pas Vie ma vie où, tu sais, on suivait les gens dans leur métier. Et je me rappelle très bien de cette émission où il y avait un thanatopracteur. Oui, je crois que c'était ça le titre, en effet. D'accord. Et ça t'avait fasciné quand tu avais vu ce reportage-là ? Okay. Complètement. J'ai trouvé ce métier totalement beau et apaisant, cette idée comme ça d'accompagner, alors aussi bien les morts puisque bon on les accompagne, mais aussi les vivants puisque finalement tu accompagnes la famille, les amis du défunt. Ce métier-là, en fait, je dis tout le temps qu'il faut autant aimer les morts que les vivants pour le faire. Oui, tout à fait. T'as complètement raison. Et c'est vrai que tu m'en as longuement parlé parce que moi, je suis assez fascinée, en fait, de ta reconversion et de ce que tu fais parce que je pense que tout le monde n'en est pas capable parce qu'en effet, il y a cet aspect dans ton métier qui est déjà d'être face à un défunt, ce qui n'est pas évident, de se retrouver face à un corps mort, en fait, et toutes les pratiques que tu as à faire autour avec l'embaumement qui sont pas évidentes. Et puis aussi, tu dois être confronté aux vivants, aux familles qui ont perdu les gens, qui sont bouleversées. Et tu vois, c'est vrai que là, déjà, il y a une double
casquette qu'il faut vraiment maîtriser et qui est pas donnée à tout le monde. Et j'ai toujours été assez admirative de ce que tu fais à ce jour parce que je trouve ça complètement dingue. Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que dès le moment où tu as fait ta reconversion à l'école, tu as senti que c'était une évidence et que c'était facile pour toi ou est-ce que tu as trouvé ça compliqué? Non, j'ai trouvé ça facile. Moi, je pense que j'étais à la bonne place effectivement. Il m'a fallu un petit peu de temps et encore que, j'ai envie de te dire que, peut-être que si je m'étais lancée à 20 ans, j'aurais peut-être pas eu la maturité, nécessaire pour appréhender, ce métier de la bonne manière. Tu sais, le vécu, les expériences, m'ont amenée en fait à ça et je pense qu'à 18-20 ans, on est quand même un petit peu jeune pour appréhender certaines situations. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, il me semble que dans ta promo, il y avait des personnes qui étaient très jeunes et c'était peut-être un petit peu plus compliqué pour elles, non? Bah, c'est ça. Alors oui, c'était plus compliqué et puis, effectivement, on avait une petite jeune de 18 ans, qui n'a pas trouvé, de travail, bah, parce que je pense qu'il manque, tu sais, quand tu es face à une famille, qui te confie, l'être le plus cher qu'ils ont au monde, Ouais. c'est difficile parfois de se retrouver, bah, devant, entre guillemets, hein, «un bébé» parce qu'à 18 ans, on n'a pas toutes les forces de la vie pour, voilà, pour, appréhender ça, en fait. Je comprends complètement. Et alors, de toutes les tâches, toi, que tu as pu, effectuer, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Est-ce être en présence, du défunt ou être en présence des familles, justement? Les familles. Ouais, c'est dur, hein, je pense que ça Oh, doit être dur à gérer, hein. bah, c'est difficile parce que, on met, une espèce de distance. On se dit que c'est pas notre deuil, mais, parfois tu as des situations qui sont, très touchantes, des Mmh. décès qui sont très touchants. Je pense notamment dans le cadre de suicide, voilà, Ah c'est ouais. toujours, compliqué, surtout quand il y a des enfants aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça, qui sont très compliquées ou même dans le cadre de parents qui ont perdu leurs enfants. Il y a un moment donné où la distance, elle a du mal à être tenue, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ça, je comprends complètement et du coup, toi, depuis que tu fais ce métier, est-ce que ta vision de la mort je pense que c'est beaucoup plus concret déjà avec toutes les personnes que tu vois, tous les défunts que tu vois. Est-ce que ta vision de la mort a un petit peu changé? Ma vision de la mort et de la vie, en fait. Oui, les 2, je crois, parce que je pense que les 2 sont intrinsèquement liés et que l'un ne Mmh. va pas sans l'autre et déjà, ça m'a rappelé l'impermanence de la vie. Mmh. Finalement, pour moi, les décès les plus difficiles à traiter sont les gens de mon âge. C'est bizarre, hein, mais ça me rappelle, du coup, ma propre impermanence. Ça me rappelle que moi aussi, ma vie, elle peut s'arrêter, en fait, du jour au lendemain. Donc ça m'a appris, je pense, à apprécier la vie d'une manière différente. Waouh, OK. Et puis, ça m'a appris aussi effectivement, à, à sublimer la mort, même si bon, j'avais pas trop de problèmes encore une fois, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins fascinée, mais je pense que voilà, moi je la trouve belle la mort. Tu la trouves belle du coup malgré tout? Ouais, malgré tout, oui. Alors c'est vrai que c'est quelque chose, comme je disais, d'inévitable. De toute façon, on ne pourra pas y échapper et d'une façon ou d'une autre, il vaut mieux, l'intégrer à nos vies, une sorte de memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir, plutôt qu'essayer de la fuir puisque de toute façon, c'est inévitable. Mais je trouve ça génial que tu arrives à dire que, l c'est beau, que la mort est belle et c'est vrai qu'il y a beaucoup de peuples et de religions qui intègrent la mort à la vie et de façon, belle. De la voir de façon magnifique et je pense que c'est ça qu'il faut faire en effet. Mais c'est vrai que toi, dans ta position, à mon avis, tu dois être confronté parfois à des morts absolument atroces et je pense que des fois, ça peut peut-être un petit peu bouleverser. Il y a des fois où tu es rentré chez toi où c'était vraiment compliqué après? Bien sûr, il y a des images, qui te poursuivent parce que forcément, heu voilà, il y a des accidents, des choses comme ça qui rendent, le corps, pas forcément, beau, de prime abord. Mais justement, un des métiers du funéraire qui est la thanatopraxie, c'est d'essayer au maximum quand c'est possible, de rendre à ce corps meurtri, un visage, on va dire, apaisé et serein pour qu'au moins la famille, puisse, commencer à faire son deuil, à faire son cheminement. Alors effectivement, c'est pas toujours possible. Parfois, on est obligé de dire aux familles que, bah, malheureusement, ils pourront pas revoir la personne qui est décédée parce que, pour plein de raisons, voilà, parce que, des accidents qui sont un peu, brutaux, peut vraiment abîmer, très fortement un corps. Mais, Mmh. mais on est là aussi pour leur expliquer que malgré tout derrière, on a pris soin de ce corps. C'est pas parce qu'on n'y a pas fait un soin qu'on n'y a pas pris soin. Tu comprends ce que je veux dire ou? Je comprends complètement et c'est vrai que c'est là où la beauté de ton métier, en fait, qui est de d'intervenir à ce niveau-là et peut-être, d'apaiser les familles qui, en tout cas, pour ceux qui auront le cercueil ouvert,
de voir que finalement le défunt sera beau. C'est souvent le cas, en fait, il est beau. Enfin, moi, j'ai fait à cercueil ouvert les funérailles de ma grand-mère il y a 2-3 ans. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Et c'est vrai que ça apporte très étrangement, une forme d'apaisement, de la voir allongée, sereine, belle dans son cercueil. Et ça, du coup, oui, c'est vraiment admiratif de votre part et de votre métier. C'est génial ce que vous faites. On essaye au maximum. En tout cas, c'est le but même de ce métier de toute façon, c'est effectivement de rendre au défunt l'aspect le plus apaisé qui soit possible. Parfois même, c'est vrai que tu vois dans le cadre, par exemple, de maladies telles le cancer, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que ça abîme beaucoup le corps et on a souvent des personnes qui arrivent, qui sont un peu crispées, qui ont les traits, tu vois, crispés parce que les derniers instants, n'ont pas été relativement apaisés, on va dire. Et on arrive justement par tout un protocole à détendre les traits. On masse, en fait, ça fait partie du métier. On masse les articulations, on masse les mains, on masse les oreilles. Voilà, on masse comme ça plein d'endroits du corps pour les détendre et justement pour qu'ils retrouvent cet air apaisé. Tu vois, là, c'est encore fou, je t'écoute et tu sais, forcément, enfin, c'est comme un livre, en fait. Je suis en train de visualiser les scènes et j'ai essayé de me demander, est-ce que moi, je serais capable de faire ce que tu es en train de décrire, ce qui est vraiment pas évident. Ça a été facile dès le départ pour toi de faire tous ces gestes? Bah, finalement, oui. Ah, c'est fou, hein. Pourtant, alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que la première fois, je pense que comme tout le monde, on appréhende. Et ça, c'est nos propres croyances limitantes, on va dire. Voilà, on se dit: «Ah, on va avoir un corps mort». Tu sais, culturellement parlant, ici, en tout cas en Occident, on a souvent l'impression que un corps mort, c'est sale. Ouais. C'est burk, tu vois, faut pas Ouais, ouais. toucher, on va attraper des Putréfaction, tout ça. maladies. Ouais. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. Un corps mort, c'est juste un corps en sommeil. On va dire ça comme ça. Il y a rien de plus, rien de moins que, alors je parle bien sûr d'une mort naturelle, hein, je vais pas parler de mort, d'accident ou de ce genre de choses, mais, quand un corps arrive, par exemple au funérarium, quand on ouvre, on voit juste un corps, c'est tout. On voit quelqu'un qui dort. Alors, il est un petit peu plus dur le corps que d'habitude parce qu'effectivement, en général, la rigidité commence à s'installer et puis, les frigos sont froids donc fatalement, voilà. Mais si tu laisses, après le corps, un petit peu dans une pièce, tu vas voir qu'il va commencer à se détendre tout seul et Ah ouais. finalement, c'est la même chose que le corps qui dort à côté de toi la nuit, en fait, sauf qu'il est froid. Mais là, on parle de décès qui auraient été constatés assez rapidement. J'imagine que si on retrouve un corps Bien au bout de sûr. 2-3 semaines en putréfaction, c'est un petit peu différent? Ah, c'est pas pareil. Ouais. Là, ça doit être, un petit peu dur à gérer. Enfin, j'imagine ne serait-ce que visuellement, les odeurs, tout ça. Alors finalement, c'est plus les odeurs, quoique, oh, ça dépend. Il y a de tout. Ouais. Voilà, c'est plus les odeurs, après tu peux avoir les 2 combinés. Après tout dépend sous combien de temps on va retrouver la personne. Quelqu'un qu'on retrouve par exemple dans le sud au bout de 5 jours avec une fenêtre ouverte en plein mois de juillet, tu peux être sûr que là tu as la totale. Et toi, depuis que tu fais ça depuis 3 ans, à aucun moment tu t'es remis en question et tu t'es dit, tu te dis vraiment depuis le début: «Là, c'est vraiment ma vocation et c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie»? Heu, une seule Ouais, fois, j'ai voulu arrêter parce que je me d'accord. suis tellement impliquée avec la famille que, ça a été compliqué émotionnellement. Tu vois, quand je te dis l'importance de mettre de la Ouais, distance et de dire: «C'est pas ton deuil, c'est pas ton défunt, c'est pas ton décès». ouais. Je me suis tellement impliquée que, je me suis dit: «Mais, c'est bon, jamais de ma vie je pourrais refaire ça, quoi. C'est trop dur». Et puis en fait non, c'est pas dur. Il faut juste savoir, bien réagir et comme tu dis, mettre de la distance. Est-ce que tu sais pourquoi avec cette famille en particulier, tu t'es plus impliquée qu'avec les autres? Certainement que ça me touchait. Il y avait une histoire, derrière, la défunte, une histoire qui était, douloureuse. On a eu plein de complications, à tous les niveaux. Je crois qu'il y a rien qui s'est, déroulé. Alors je parle vraiment dans la préparation, de manière, fluide. On s'est heurté à des autorités pour, l'inhumation. Enfin voilà, tout a été tellement Waouh! compliqué et puis en fait, finalement, on a quand même fait les obsèques et tout s'est bien passé. Mais, ça m'a valu, 5 jours de stress. Je crois que j'ai pas dormi pendant 5 jours. Avec la famille, on s'appelait encore à 11h, minuit, tu sais, pour se Waouh! donner des nouvelles et OK. voilà, je me suis tellement impliquée parce que je voulais tellement, par rapport au passif de la défunte, je voulais tellement qu'ils aient, l'enterrement le alors je sais que c'est bizarre quand je parle comme ça, l'enterrement le plus beau
Mmh. Mais voilà, je me suis vraiment hyper impliquée. Après, je regrette pas du tout avec le recul. Et j'ai des nouvelles de la famille encore de temps en temps et ça me fait vraiment très, très plaisir. Bah, écoute, moi je trouve ça beau en tout cas cette implication parce que je pense que c'est nécessaire aussi pour les familles, surtout si tu dis que c'était compliqué. J'imagine qu'ils doivent être, hyper reconnaissants de tout ce que tu as fait, de cette présence. Enfin, ça a dû vachement les rassurer si c'était compliqué. C'était en période de Covid ou c'était avant? Non, c'était avant. OK. Alors oui, ils étaient reconnaissants effectivement. En période de Covid, cette période, elle a été très, très compliquée. On a vu des familles effectivement pour qui, ne pas voir la personne décédée, ça a été très compliqué et Ça je peux c'est dur, hein. comprendre, hein, à Ouais, juste ouais. titre. Ça peut être violent et du coup, on a eu parfois des réactions un peu hors normes des familles, des réactions, émotionnelles. Plus sur les nerfs, c'est ça? Qui Ouais, n'acceptaient pas de pas pouvoir le corps, ce qu'on peut comprendre, hein, en effet, mais c'est vrai qu'après c'était pas dirigé vers toi, c'est toi qui prenais c'est tout ça. parce que tu étais en face. Mais c'est vrai que c'était pas dirigé vers toi, c'était des décisions des autorités et enfin, ça a été une situation très compliquée. De toute façon, hein, les premiers mois, de Covid, quand on voyait aux infos qu'ils expliquaient qu'en effet les obsèques n'étaient pas possibles, que les familles ne pouvaient pas aller voir les personnes, qui étaient décédées, enfin c'est atroce. Enfin, j'ose même pas imaginer, c'est complètement atroce. Ça, tu vois, par exemple, ça a donné un autre visage à la mort, je trouve, justement. Le fait de pas pouvoir se recueillir, d'amputer parfois énormément le recueillement, le fait de pas pouvoir dire au revoir à ton défunt. Alors les familles pouvaient déjà pas aller à l'hôpital, c'était complètement interdit et Tout puis à tout fait. d'un coup, on leur disait: «Bah, votre père est décédé, mais vous pouvez pas le voir non plus parce qu'il a le Covid». Nous, on faisait des mises en bière, enfin tu vois, le travail de deuil, commence, de manière, relativement brutale. Oui, oui, non, non, complètement et puis même, je pense que pour vous, c'était doublement dur puisque comme tu dis, tu étais face à des réactions qui étaient complètement, à la fois justes et à la fois injustes par rapport à toi. Donc ça devait être doublement dur à gérer, ça devait être, une drôle de période, hein, ce moment-là. Ouais, de toute façon, les métiers du funéraire, quels qu'ils soient, c'est pas des métiers où il fait très bon d'avoir de l'ego, donc ça tombe bien. Et toi, en plus, je pense que, dans ta perception, parce que comme je disais tout à l'heure, tu es médium, tu dois ressentir, d'autres choses peut-être. Alors, disons-le, on se connaît depuis, je crois 6 ans maintenant. Tu es venu sur un Mon de mes Dieu, événements Ghosten, c'était en 2015. Je crois que tu étais venu, à Maison Blanche, hein, le c'est premier, c'est ça, ça? ouais. Je sais plus si tu étais venu seul ou Non, accompagné. accompagnée, honnêtement, je savais pas du tout qui tu étais. Mais c'est normal. Je suis je suis venue de manière, à l'arrache. Ma copine m'a dit: «Je veux pas y aller toute seule, est-ce que tu peux m'accompagner?» Je dis: «Bon, bah, écoute, on verra bien». Et je me souviens très, très bien parce que tu fais partie de ces personnes comme beaucoup de monde parce que quand j'ai importé, ces phénomènes, les gens ne savaient pas à quoi s'attendre et en fait, les gens étaient hyper émotionnels. Ils étaient vraiment dans l'émotion, ils pleuraient beaucoup, ils étaient hyper impressionnables et tu as fait partie de ces personnes. Et toi, tu es devenue rapidement une participante fidèle, hein. Tu es venue sur beaucoup d'événements, tu es même venue, sur mon Ouais. voyage, à Édimbourg et j'ai vu ton évolution et c'est ça que j'ai trouvé génial. C'est-à-dire que moi, je me souviens de Julie, son premier Ghosten, effrayée, en train de pleurer et qui, rapidement a pris conscience de ses facultés, de ses capacités et qui est devenue médium. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que ça implique pour toi d'être médium? Qu'est-ce que tu vis au quotidien et depuis quand exactement? Médium, du coup, je l'ai toujours été, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai mis en sommeil Mmh. et parce qu'il m'était arrivé des trucs, pas super cool, enfin bon voilà, que j'avais pas réussi en tout cas à l'époque avec, toute ma jeunesse et ma fraîcheur, à appréhender, on va dire. Et effectivement, le ghost hunt a comme, rouvert la porte. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Ça a comme Complètement. réactivé ça. Alors effectivement, je me rappelle de moi en train de pleurer au milieu de la pièce, ne voulant pas, aller au bout du couloir toute seule. C'est ça. Je crois que tous les noms d'oiseaux ont dû sortir de ma bouche à ce moment-là. Je l'ai fait, j'y suis allée quand même, j'étais très Bravo. fière de moi d'ailleurs, vraiment, Oui, bravo. et effectivement, ça a complètement rouvert la porte. Et je me suis pris, une espèce de bouffée, alors je sais pas comment l'appeler, de bouffée médiumnique, bouffée de l'au-delà, enfin appelle ça comme tu veux. Tout est revenu, sauf que, je pense que j'avais plus de maturité encore une fois pour l'appréhender Mmh. aussi. Tu sais, c'est marrant, mais en fait, j'ai l'impression que chez moi en tout cas, c'est une question de maturité. Je crois qu'il y a un moment donné où je devais pas être assez mature pour appréhender tous ces événements et toutes ces choses en fait qui arrivaient.
Mais tu as complètement raison. Le terme exact, c'est appréhender, en fait, parce que c'est pas évident. C'est vrai que tu as des médiums qui se déclarent très jeunes. De toute façon, je pense que ça se déclare très jeune. Après, c'est soit tu l'acceptes, tu vis avec, soit tu te bloques complètement à ça, tu te fermes. Et toi, comme tu dis, tu as réouvert les portes au bon moment quand tu étais enfin prête, en fait. C'est ça. Et ton évolution, elle a été vraiment belle parce que je me souviens encore de toi et d'Édimbourg qui était complètement bouleversé, hein. Tu te rappelles quand on était dans les Volts? Ouais. Donc pour les gens, en fait, Édimbourg, c'est une ville qui est absolument hantée partout, à chaque recoin. Et en fait, il y a un endroit, un souterrain. Il faut s'intéresser un petit peu à l'histoire d'Édimbourg, hein, mais il y a un souterrain en fait qui s'appelle les Volts, qui est extrêmement hanté. Et moi, j'avais emmené un groupe d'une vingtaine de personnes dans cet endroit. Et en fait, Julie, dans une pièce en particulier, n'arrêtait pas de pleurer. Et elle disait qu'elle ressentait des choses. Et je me souviens, hein, tu commençais à parler, tu disais, en fait, tu as commencé à te faire confiance sur les événements, en disant voilà, je ressens une femme. Je me souviens encore de ce moment-là. Je sens une femme qui est perturbée, qui est triste. Je crois qu'elle cherchait son enfant, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, à partir de là, en fait, tu t'es vraiment fait confiance et tu l'as affirmé et de plus en plus. Et alors, du coup, toi, tu es plutôt clairaudiente, clairvoyante? Clairaudiente. T'es clairaudiente. Donc toi, tu vois pas, tu entends, c'est ça? Ouais. Ça m'est arrivé une fois ou deux de voir, mais vraiment c'est une fois ou deux quoi, vraiment rien de folichon, mais j'entends énormément. T'entends énormément. Comment ça se manifeste? Si tu devais le décrire aux gens qui ne savent pas du tout, comment ça peut se produire, qu'est-ce que tu entends exactement? C'est vraiment des voix? C'est des Alors ça dépend, oui, j'entends des voix, alors comme si, tu étais à côté de moi ou derrière moi. En général, c'est plutôt sur le côté ou derrière, c'est jamais en frontal, tu sais, que j'entends. D'accord. Donc j'entends des mots, des phrases parfois, et parfois, j'entends comme en télépathie. Ouais, je vois J'entends, tu exactement. sais, comme une voix dans ma tête, qui sort de nulle part, mais j'entends quand même plus souvent, en fait, moi, je fais la distinction quand j'entends dans ma tête, en général, c'est plutôt, soit, alors moi, je travaille beaucoup avec mes ancêtres, donc en général, c'est plutôt soit mes ancêtres ou les guides, enfin bon, appelle ça OK, comme tu veux. Et OK. quand j'entends vraiment à l'extérieur, ce sont des défunts pour moi. D'accord, et donc tu arrives, comme tu viens de le dire, tu arrives vraiment à distinguer ce qui pourrait être de l'imagination ou même, tes pensées, que vraiment des voix, même si c'est en télépathie, hein. Tu Oui, as vraiment appris depuis des années à faire le distinguo. oui, maintenant, oui, c'est clair pour moi. Et du coup, c'est vraiment au quotidien que ça t'arrive, chez toi, au boulot, tout le temps? Tout le temps. Au travail, ça m'arrive régulièrement, parce que, si, je suis assez d'accord, quand on dit que les cimetières, ne sont pas vraiment, peuplés, d'entités, de Ouais, fantômes, je suis de d'accord avec ça défunts. aussi. Voilà, je suis d'accord. Par contre, Mmh un mh. petit ghost hunt au funérarium, à mon avis. Ah là là. Alors, tu sais, je voulais y revenir parce que je pense qu'on va en parler très longuement. J'avais eu contact, moi, il y a quelques années, c'est au tout début quand je faisais vraiment mes prises de contact avec des spécialistes, avec une médium, qui d'ailleurs travaillait pour la police, et il faudrait que je retrouve son nom parce qu'elle est dans le sud de la France d'ailleurs, je sais pas si ça t'intéresse. Ah Elle bah me oui. disait qu'au tout début, quand elle était médium, en fait, tu sais pas trop ce que tu dois faire, ne pas faire, et elle avait été un jour invitée dans un funérarium. Et elle m'avait expliqué cette histoire qui, moi, m'avait traumatisée à l'époque parce que je me disais: «C'est pas possible», mais je pense que toi, ça va beaucoup te parler. En fait, elle est entrée dans ce funérarium, mais vraiment en toute innocence. Et d'un coup, en fait, elle était clairvoyante et clairaudiente. Et d'un coup, en fait, elle a vu tous les esprits accrochés à leur frigo. En fait, ils étaient vraiment à côté des frigos et ils criaient tous au secour, machin, nanan, un peu dans le vide parce que du coup, personne les entendait. Et en fait, il y a eu comme une sorte de en fait, j'ai envie de dire les yeux dans les yeux, en fait. Il y a eu une prise de contact par la vue, mais c'est pas véritablement possible, mais je pense que tu comprends ce que je Oui. veux dire. Mmh. C'est-à-dire que les esprits ont vu que la médium pouvait les voir et les entendre. Et en fait, comme c'était la seule personne, qui voyait depuis le début, qui semblait les voir, ils se sont accrochés à elle, ils l'ont suivie chez elle, et en fait, pendant des jours et des jours, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Elle me disait: «Cette histoire, ça a été la pire parce qu'à l'époque, j'étais une médium toute neuve, j'arrivais pas à gérer ça». Et moi, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit: «Mon Dieu». Et c'est vrai que je me suis dit après, mais bien évidemment qu'à mon avis, l'endroit le plus hanté au monde, c'est un funérarium, comme les hôpitaux, en fait, tu vois? Évidemment, et en plus, alors c'est vrai qu'au funérarium, on a des caméras, et il m'est souvent arrivé, aux caméras déjà de voir des ombres, tu sais, furtives. Non, c'est vrai? Oui, bah, oui, bien sûr, plein de fois, d'entendre des portes qui claquent, OK. des choses comme ça alors que tu es tout seul ou à 2, dans le funérarium et que vous êtes tous les 2 dans la même pièce et puis tout d'un coup au loin, tu entends les portes qui claquent derrière, tu te dis: «Bon».
OK. Waouh, et du coup, alors il y a d'autres personnes qui le constatent, il y a pas que toi. Toi, c'est vrai que tu es médium, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette faculté, qui constatent les phénomènes ou qui l'avouent en tout cas? Qui Pas constate, trop, hein? oui, mais tu Ouais. sais que malgré tout, il y a une espèce d'omerta quand même, Ouais, ouais, sur, partout, hein. sur ça et encore plus quand tu travailles dans le funéraire. C'est vrai? Ouais, Ah moi tiens, je c'est trouve. drôle ça. Mmh. C'est pas accepté le fait qu'il y ait une vie après la mort dans ce métier-là? Mmh, Bof. c'est ouais, c'est limite quand même. OK, Moi je parle très, 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 très peu, voire, pratiquement jamais, de ce que je fais à côté, dans mon métier. Parce d'accord. que, souvent les premières réflexions des gens, c'est, «Oh là là, c'est des huluberlus tout ça», enfin tu Mais vois? oui, C'est n'importe quoi, donc ouais, en général, je prends beaucoup de distance, par rapport à mon métier. et quand tu vis des phénomènes, du coup, tu le partages pas non plus? Non. Alors justement par rapport à ton métier, par rapport au corps dont tu peux t'occuper, est-ce que tu as déjà eu contact avec, un défunt justement, qui revenait en esprit et qui te passait des messages ou autre? Alors oui, moi ça m'arrive, souvent quand je suis en salle de OK, soins ou quand je suis d'accord. dans les salons du funérarium avec un défunt de lui parler. En salle de soins, voilà, je lui parle, mais de manière, tu sais, totalement, je badine quoi. Je dis: «Ah bah, on va vous faire belle», je vous mets un peu de blush, un peu de voilà. Et je me rappelle, une fois comme ça, j'avais pris une dame donc qui était décédée d'un cancer. Donc il faut savoir que, dans le cadre de certains, cancers, quand on a de l'ictère, on devient jaune en fait, Ah! quand on décède, mais jaune, vraiment jaune Simpson, tu vois? Oh la vache, Jaune, d'accord. jaune. Donc le soin enlève la couleur, en fait, enlève cette couleur jaune et puis, voilà, on l'a coiffée, enfin, on l'a maquillée, on l'a un petit peu, chouchoutée et Mmh. puis, à la fin comme ça, je lui dis: «Bon, bah, j'espère que ça vous plaît» et puis là, tout d'un coup, j'entends une petite voix qui me dit: «Ouais, c'est pas mal». C'est génial! Donc je me suis dit que voilà, le travail avait été bien fait et que si la défunte elle-même validait et effectivement, je me souviens très bien de la famille, puisque la personne était, relativement jeune et du coup, elle avait encore pas mal de sœurs et ses enfants et tous nous ont dit qu'elle était vraiment belle et reposée. Oh, c'est génial. Mais alors, c'est justement ce genre de questions que je me posais. Je me disais, déjà, est-ce que tous les esprits reviennent pour communiquer? Est-ce que toi, tu peux capter tous les esprits? Et je me demandais si tous les corps dont tu t'occupais, tu pouvais avoir affaire, tu sais, un petit peu comme dans Ghost Whisperer, est-ce que tu pouvais avoir affaire à tous les esprits, mais finalement, non? Non, moi déjà je pense que chaque médium a une personnalité qui Mmh. convient pas forcément non plus, tu vois, à tous les esprits. En Oui, fait, c'est je me dis vrai. que c'est comme dans la vraie vie. Certains esprits vont être attirés par un médium parce que, la personnalité du médium, va matcher et d'autres, ne viendront jamais parce que, bah, comme dans la vraie vie, tu es pas ami avec tout le monde. Oui, c'est vrai, tu as complètement raison. Après, je crois qu'il y a aussi une petite histoire de taux vibratoire, non? Oui, aussi, effectivement, selon le taux vibratoire du médium, ça peut, s'accorder ou pas, avec, le taux vibratoire, que va avoir, le défunt là. Je sais pas comment les appeler, les esprits, en fait, parce qu'il y a tellement de noms, différents qu'on utilise, pour les appeler que je C'est vrai. je sais jamais comment les appeler. Bon, on aura compris Oui, oui, je pense l'idée que les gens auront générale. compris, t'inquiète pas, et je pense que de façon générale, en général, les gens utilisent le terme esprit. Le terme qui conviendrait pas ici, ce serait fantôme. On est vraiment Oui. sur des esprits. Après, si les gens veulent appeler ça entité, tout ça, c'est juste une histoire de mots. Je pense qu'ils comprennent, ce que tu es en train de décrire. Alors maintenant, si on devait reparler de ces phénomènes de communication, alors j'imagine que ça doit t'arriver chez toi Oui. aussi? Mais il y a aussi, pendant quelques années, tu as été très présente au château de Fougeray. Je crois aussi que tu as vécu de gros phénomènes là-bas, hein? Oui, je pense les plus gros peut-être. Effectivement, je les ai Tu as un vécus exemple là-bas. du coup? J'en ai tellement, il va falloir choisir. Ah bah, peut-être le plus Non, impressionnant pour toi, vraiment. je pense que les plus impressionnants en règle générale, et je sais que toi aussi, tu l'as vécu Vanessa, ce sont les déplacements d'objets. Et oui, et d'ailleurs, on était ensemble, hein. Voilà, On a assisté ensemble à des phénomènes, trop impressionnants. Enfin, c'était trop pour moi, tu vois? C'est ma cuisse s'en vraiment, souvient, oui, j'étais accrochée à toi, hein, sur les images, on c'est me ça. voit comme ça. Mais toi, en plus, tu as cette perception en plus. Enfin, je me souviens en plus, alors pour vous raconter un petit peu, je vous avais expliqué dans l'épisode 1 que j'ai tourné une série, pour les États-Unis qui s'appelait Haunted Friends.
Et mon premier épisode était tourné au château de Fougeray. Il y avait une grande équipe qui était présente, dont les propriétaires, des médiums, dont Julie. Et en fait, à un moment, on était dans une chambre qui s'appelle la chambre de l'huissier. J'étais assise à côté de Julie. Et Julie, je me souviens que tu m'avais sorti très calmement. Ah, il y a quelqu'un assis à côté de moi. Et tu sais, on est dans le noir total. Et toi, t'as cette perception que moi, je n'ai pas. Et j'étais complètement glacée de l'intérieur. Même si je suis habituée, j'étais glacée que tu me sortes ça comme si c'était, tu sais, vraiment, il fait beau aujourd'hui. Oh, bah, il y a quelqu'un assis à côté de moi. Et on assistait à des trucs de fou. On voyait, tu te rappelles, les ombres qui passaient sous la porte. Oui, je me rappelle. La porte de la chambre était fermée. Et en fait, on voyait comme si des milliers de personnes passaient derrière la porte et on était juste pétrifiés. Enfin, moi, j'étais pétrifiée. Toi, t'étais là. T'as vu les ombres? Et moi, j'étais là. Mon Dieu. Et dans cette chambre, il y a tout qu'à voler, hein. Il y a des pièces qui sont tombées. Il y a des objets qui ont été projetés. Enfin, c'était affreux, quoi. C'est ça, ouais, le crucifix, effectivement, qui a volé Tout à aussi, fait. je me rappelle. Et la bobine, la fameuse bobine aussi. Oui, qui est venue de... Bah ça, c'est après quand on a ouvert la porte. Elle est venue complètement d'une autre chambre. Et après, quand toi, t'as mené la séance de guéridon sur l'énorme table, là, Ah la oui, c'est table vrai. qui est pas du tout un tout petit guéridon, et cette table qui s'est soulevée à 90 degrés, enfin, c'est pas possible. Enfin, C'est cette ça. soirée-là, de toute façon, moi, j'ai toujours dit en fait que, bien évidemment, c'était une coopération entre les esprits présents de Fougeray et vous, votre énergie que vous dégagiez tous ensemble à l'époque, parce qu'elle était, je pense, peut-être parfaite dans le sens où vous aviez toutes beaucoup d'énergie à donner et qu'en fait vous arriviez à provoquer ou en tout cas à aider les phénomènes à se produire, et ça a été une époque absolument ahurissante. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes exceptionnels auxquels tu as assisté au château de Fougeray? Je me rappelle d'un phénomène à l'extérieur, au niveau Ah. de la tour des toilettes. Où, Ah, en plus, on n'était plus du tout dans la nuit, hein. On était au petit matin et on était, alors c'était une soirée spéciale puisqu'en fait, nous n'étions que 4 au d'accord. château, et on avait fait gagner, un concours sur Instagram, tu sais, à des personnes. Donc, voilà, on Mmh. était vraiment que 4 filles. On fait la queue aux toilettes au petit matin, il devait être 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, on a entendu, mais une explosion Non. sortir des toilettes, mais un bruit, mais vraiment pas un petit ploc, quoi, tu vois, quelque chose. Et je me souviens, les 3 filles sont parties en hurlant. Elles m'ont laissée, mais j'étais comme tétanisée devant les toilettes, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Enfin, on a su ce que c'était. J'imagine qu'il y avait rien, comme tous les Rien, phénomènes à comme Fougeray. Et comme ouais, d'habitude, rien. incroyable. Apparemment, en rediscutant après avec, Véronique, c'est pas un bruit, enfin, c'est un bruit qu'on avait déjà entendu, mais comme un OK, bruit de canon, ou mais vraiment une incroyable. explosion très, 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 très forte. Et pour le coup, là, ça m'avait laissée, bien pantoise. C'est incroyable. Et alors là, c'est bien que tu parles aussi de ce genre de phénomène, parce que c'est vrai que les gens, quand on parle de phénomènes ou de fantômes, voient tout de suite ou visualisent tout de suite l'apparition, alors qu'en fait, il y a souvent des phénomènes comme tu décris, c'est-à-dire des phénomènes où il y a un son qui va sembler réel, en tout cas, qui va être constaté par plusieurs personnes, où tu as vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Par exemple, au château de Fougeray, ce qui se passe souvent, c'est qu'à l'étage, on a l'impression parfois que des meubles sont déplacés, tirés sur Mmh. le sol, mais tout le monde l'entend, en fait. Il y a même le sol qui vibre, et en fait, quand tu montes, il y a absolument rien qui a été déplacé. Ça, c'est des sons fantômes, et c'est vrai que les gens n'en font pas souvent référence, donc c'est bien que t'en parles. Mais c'est hyper impressionnant, parce que c'est vraiment, ça se passe, enfin, le son, je pense même qu'on pourrait l'enregistrer, en fait. Oui, et puis tu sais, je pense aussi le fait que ça se passe du coup à l'extérieur du château. Tu t'y attends plus. C'est le Ouais. petit matin. Tu te dis qu'ils vont te laisser tranquille. Tu t'es aux toilettes. Donc tu sais, tu te dis, vais-je enfin avoir un moment d'intimité? Eh bien non, Le lâcher prise, ne jamais lâcher prise, même aux toilettes. c'est ça. Mais tu vois, souvent les gens pensent qu'au château de Fougeray, il y a que le château qui est hanté. Mais c'est un petit peu comme toutes les idées des lieux hantés de façon générale. Mais les extérieurs de tout lieu, en fait, sont toujours tout aussi hantés. Et le parc de château de Fougeray, il y a beaucoup d'histoires, quoi. Et moi, il me fait vraiment très peur, hein, le parc, hein, beaucoup plus que le château. Hein. Alors Fougeray, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Moi, je le Oui. dis toujours. C'est un lieu incroyable, mais néanmoins, effectivement, tu peux trouver aussi des défunts ou des hantises à Carrefour. Mais complètement, c'est ça en fait. Dans Voilà. des endroits complètement incongrus, dans des écoles. Alors c'est pas pour vous faire peur, hein, vos enfants à l'école, vous inquiétez pas, mais ça peut être absolument partout. Et il n'y a pas d'endroit plus hanté qu'un autre. Alors si, par exemple, on sait que le château de Fougeray est vraiment un endroit exceptionnel, mais c'est parce que il y a plein de choses hein, autour du château de Fougeray. Il n'y a pas Oui. seulement les phénomènes, mais il pourrait y avoir des phénomènes extrêmement forts, comme tu dis, à Carrefour. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas, mais les gens font pas attention parce qu'ils font leurs courses et qu'il y a du bruit et que machin. Mais je suis sûre qu'il y a des phénomènes de fou dans les Non, mais c'est supermarchés. ça. Effectivement, t'es dans ton quotidien,
rien, donc tu vas pas faire attention. Oui, Tu sais, c'est tout comme à des fait. fois à la maison, quand il arrive des choses, les gens ont tendance à penser que les phénomènes ou la hantise n'arrive que la nuit, en fait. Oui, tout à fait. Alors que pas du tout, c'est Non, juste que la nuit, comme tu perds déjà la vue, tu perds un sens, tu vas compenser avec les autres. Donc tu vas être beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Mais tout en à fait. réalité, il se passe autant de choses la nuit que le jour. Tout à fait et en plus le truc c'est qu'évidemment, la nuit comme nous on est des êtres durs, on a très, très peur de la nuit depuis la nuit des temps d'ailleurs. Pour nous, c'est le danger puisqu'en effet on ne voit plus et qu'on n'a pas la vision nocturne comme tu dis. Quand on dort le soir, on est complètement vulnérable en fait et s'il y a le moindre bruit va nous faire peur alors que ce même bruit en pleine journée, on va vachement le rationaliser. On va se dire: «Non, non, c'est bon, c'est rien». Et même des gros trucs, hein, genre, tu chez toi en pleine journée et tu vois une chaise bouger ou tomber alors qu'elle aurait pas du tout dû tomber, tu vas te dire: «C'est normal, en fait», tu vois? Tu vas pas C'est du tout ça, avoir peur. Alors que ça, en pleine nuit, c'est bon, tu fais venir l'exorciste, c'est c'est ça. fini, quoi, tu vois? Donc en fait, oui, c'est ça aussi, c'est aussi une idée de perception et d'idées préconçues qu'ont les gens et qui sont enfin, c'est des idées apportées par le cinéma et qui sont normales. On n'est pas en train de dire que les gens ne doivent pas penser ça, parce que malheureusement, si tu fais pas de recherche, tu ne sais pas. Mais oui, les phénomènes sont H24 et aussi parce qu'il se dit que de l'autre côté, il n'y a pas de notion du temps. Tout à fait. Donc pour en revenir à ta double casquette, c'est vrai que du coup, toi, tu as une vision et une perception de la mort qui est absolue, j'ai envie de dire, hein, puisque tu la côtoies vraiment physiquement, d'un point de vue concret, mais aussi spirituellement. Donc toi, pour toi, en fait, si tu devais aujourd'hui te positionner, il y a une vie après la mort ou pas? Tu es en paix avec ça? Oui, pour moi, oui, il y a une vie après la mort, et je suis totalement en paix avec ça, effectivement. Donc toi, tu es en paix avec le fait de mourir et aussi de perdre, ton entourage. Alors attention, je dis pas que, tu vas pas être bouleversée, hein, parce que je pense que ça, c'est un truc naturel d'être triste, de perdre son entourage, mais l'accepter, c'est déjà une chose. Donc toi, tu es en paix avec tout ça? Alors écoute, je vais te raconter du coup une petite anecdote personnelle. D'accord, Le 30 août de l'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère. d'accord. Toutes mes Donc condoléances. non, beh, je me suis occupée d'elle. OK. Voilà, d'ailleurs, le fait de faire ce métier m'a permis, de pouvoir m'occuper d'elle, d'une façon, plus, comment j'allais dire? Plus complète que si j'avais été une famille lambda puisque, j'ai effectué sa mise en bière. Je l'ai mise dans le cercueil, je l'ai coiffée, je l'ai habillée. Donc voilà, j'ai fait plein de choses que j'aurais pas faites, si effectivement j'avais été une famille normale. Mmh. Et ma grand-mère me disait toujours, ma grand-mère avait une peur bleue de la mort, mais vraiment une D'accord. peur viscérale. On n'en parlait pas, c'était quelque chose vraiment, complètement tabou. Mais elle me disait toujours, quand je l'énervais, «Tu verras, quand je serai mourue, je viendrai te tirer les pieds dans ton lit». D'accord. Donc elle est décédée, ma grand-mère, un dimanche à OK. 17h, et le lundi matin, vers, 4h du matin, elle est venue me tirer les pieds dans le lit. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, donc si moi je suis pas en paix avec ça, et j'ai d'autres histoires comme ça sur mes propres défunts, mes propres pertes à raconter, mais si moi je suis pas en paix avec ça, personne ne le sera en fait. Alors je suis assez d'accord, mais c'est incroyable en fait qu'elle ait vraiment, mis en application ce qu'elle te disait, donc elle ait réussi à le faire aussi. Parce qu'il y a aussi cette question qu'on se pose en permanence de quand ils passent de l'autre côté, ils deviennent une énergie qui est difficile à manipuler. Enfin, c'est ce que nous on imagine, mais en fait apparemment ils arrivent quand même à faire des choses et là en l'occurrence, enfin ta grand-mère, quelques jours après sa mort, elle arrive à faire cette chose incroyable quand même. Bah, écoute, elle visiblement, ça devait lui tenir, peut-être suffisamment à cœur, pour pouvoir le faire, je ne sais pas. Et peut-être aussi pour te prouver qu'en effet il y a bien un après, Oui, c'est vrai aussi. On en parlait un petit peu, de par, quand j'ai commencé ce métier. En fait, ma grand-mère avait Alzheimer, elle parlait plus, elle comprenait plus, mais néanmoins, moi, quand je venais la voir, je lui parlais, et donc je lui disais toujours: «Quand tu seras partie mamie, il faudra revenir me voir pour qu'on puisse discuter». et du coup, c'est peut-être quelque chose malgré Alzheimer, alors ma grand-mère aussi a eu Alzheimer, donc je vois très bien. C'est peut-être quelque chose en fait qu'elle a assimilé, que son inconscient ou Moi, subconscient a je assimilé pense. et du coup a appliqué. Elle t'a apporté d'autres signes par la suite ou pas? Oui, plein. C'est vrai? Du coup Génial! ouais, du coup plein, et du coup c'est chouette parce que,
bah, je peux faire, ce que je faisais plus du coup à cause de la maladie, avec elle. Et je sais qu'elle est là et comme je te le disais, bon moi je travaille beaucoup avec le culte aux ancêtres et du coup, voilà, j'ai fait, mon hôtel pour ma grand-mère et je travaille beaucoup avec elle et je sais qu'elle m'apporte beaucoup de choses aussi. Elle est là, je sais qu'elle veille, elle est à côté, elle répond, quand j'ai besoin et quand je la sollicite sur plein de petites choses, diverses et variées et voilà et je pense qu'on va cheminer comme ça, pendant longtemps et c'est chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le culte aux ancêtres? Alors, le culte aux ancêtres, c enfin, en tout cas moi, dans ma alors là, je vais parler vraiment dans ma perception et dans ma pratique à moi, en fait. C'est, de continuer à honorer et à vénérer, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est continuer à honorer et à faire vivre, les défunts de ma famille, de ma lignée, heu, chez moi. Et en faisant plein de choses, des offrandes, voilà, en travaillant avec eux aussi sur, de différentes façons et puis, je leur rends service puisqu'en fait, ils continuent d'exister à travers ça et eux me rendent service en retour. Est-ce que tu appliques un petit peu ce qui se fait au Mexique ou dans d'autres cultures, qui est en effet de faire des autels avec des photos, des offrandes, mais tous les jours vraiment avec des bougies, tout ça? Ouais, mais en fait, ça se fait dans énormément de Ouais. cultures. Finalement, quand tu regardes, parce que, tu vas au Japon, tu vas en Chine, c'est pareil. Tu vas si, tu vas te promener dans certains cimetières parisiens et que, tu vas sur les sépultures, d'origine, asiatique, alors plutôt chinoise, japonaise, tu verras, régulièrement, qu'il y a des offrandes, des bougies, des photos, des autels, et cetera, et cetera. C'est quelque chose qui se pratique énormément. Nous, c'est vrai qu'en Occident, on a moins cette habitude-là, mais parce qu'il faut dire alors on pourra certainement en parler, mais voilà, la mort est quand même tellement tabou en Occident, Ouais. tellement caché que c'est pas dans les mœurs, ce genre de choses. On va y venir, on va revenir un petit peu sur l'historique, mais ce que tu racontes là, ça me rappelle que, enfin, moi je suis, devenue, grecque d'adoption et en fait, ce que j'adore faire quand je vais dans des pays, c'est visiter des cimetières et je sais que tu as la même passion que moi. On adore Mmh. vraiment, toi et moi, les cimetières. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui fuient les cimetières. Moi, c'est un lieu que je trouve paisible au possible, que j'adore. Je peux aller me poser dans un cimetière et lire un livre, c'est serein, c'est incroyable. J'adore vraiment les cimetières et j'adore voir justement les stèles, les tombes, parce qu'il y en a des très vieilles, il y en a des gothiques. Enfin, c'est incroyable. Enfin, le Père Lachaise pour moi, c'est vraiment la balade du dimanche. Hein. Je sais que t'adores Évidemment, aussi. Euh, évidemment. et du coup, en Grèce, en fait, les tombes, c'est drôle parce que la stèle est en forme de vitrine. Et à l'intérieur, tu as déjà la photo du défunt et tu as aussi des offrandes qui sont renouvelées tout le temps, mais des offrandes de ce qu'aimait le défunt, la personne de son vivant, des bougies, des machins. Et je trouve ça génial, en fait. C'est vraiment une vitrine, quoi. Et au Mexique aussi, tu as aussi des cimetières. Toutes les tombes sont colorées. Enfin, les cimetières au Mexique, ils sont magnifiques. Moi, quand je suis allée au Mexique, j'y suis allée à plusieurs reprises. Quand je me suis intéressée un petit peu à l'aspect spirituel et culturel des Mexicains, c'est celui dont je me suis sentie le plus proche. Leur vision, tu sais, de célébrer en Mmh effet mh. les morts en permanence, de pas les oublier. Il y a tout le temps un hôtel avec des photos. Et du coup, ce que tu racontes, le culte aux ancêtres, ça me parle. Enfin, moi, j'ai la même chose chez moi. Du coup, j'avais pas donné de nom en fait, mais ça me parle beaucoup. Je pense que c'est hyper important en fait de pas les oublier, d'aller dans les cimetières, d'aller voir les gens, même si c'est bête parce qu'on se dit dans les cimetières en fait c'est le défunt qui est enterré et l'esprit il est ailleurs. Mais je pense que c'est important malgré tout. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, je pense que alors bon, malheureusement aujourd'hui, le constat est que les cimetières, sont quand même, de plus en plus, délaissés pour plein de raisons. Waouh. Parce que, c'est plus trop dans les mœurs, parce que les jeunes d'aujourd'hui, n'ont pas ce culte, justement qu'on peut avoir, aux ancêtres et puis aussi pour une raison, parfois, très pragmatique, c'est que, bah, on bouge énormément Ouais. et que, papy et mamie peuvent être enterrés à Calais et toi, tu vois, tu habites dans le sud, donc Mmh. effectivement, tu vas plus aller au cimetière pour te recueillir. Et en plus, en prime, je crois que la pire des raisons, qui est devenue générationnelle, c'est que les gens en ont peur. Ils trouvent ça déprimant. Alors bien sûr que ça ramène au fait qu'on ait perdu une personne, un proche et que ça nous rende triste, mais il y a ce travail de mémoire du coup qui est aussi occulté
Et c'est bête à dire, mais je pense que ça fait partie de l'inhumation d'un corps et du fait aussi qu'un esprit se sente en paix, c'est aussi le travail de mémoire qui peut se faire aussi sur la tombe. Pas forcément, hein, mais qui peut se faire sur la tombe. Et je suis un peu comme toi, je trouve ça désolant en fait que les gens fuient les cimetières. Bon, après, tu as aussi, rappelons-le quand même, la crémation, Oui, qui, c'est vrai. voilà, qui prend de plus en plus d'importance aussi et qui D'accord. du coup, te prive pas, enfin, en tout cas, n'est pas forcément, une fois que la crémation a lieu, tu vas pas forcément au cimetière. Les cendres, elles peuvent être dispersées en pleine nature, en pleine mer. Donc effectivement, ça te laisse pas forcément, en pleine si tu disperses ces cendres en pleine mer, tu pas forcément un endroit pour te recueillir quand tu veux, H24, tu vois, 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai. Du coup, il faut le faire autrement. C'est là, en effet, où, comme ce que tu décris, faire un hôtel chez soi avec des photos, des offrandes. En fait, je crois aussi qu'il y a pas de règle. C'est-à-dire qu'à chacun de bien sûr, dans certaines cultures, c'est, tout le monde fait la même chose parce que c'est comme ça qu'on a appris. Mais je pense aussi que c'est à chacun de trouver le moyen de rendre hommage, aux personnes qu'ils ont perdues. Parfois, il y en a qui portent des bijoux. Enfin, moi, tu vois, je me sépare jamais, depuis la mort de ma grand-mère qui avait aussi Alzheimer. Je porte sa bague alors que je déteste les bijoux. Je porte sa bague et je peux pas m'en détacher. C'est ma façon de l'avoir au quotidien avec moi, tu vois? Je pense que c'est à chacun aussi de trouver un petit peu le moyen de rendre hommage à ses défunts. Oui, parce que finalement, c'est quand même très personnel aussi. Tout à fait, exactement, c'est une approche très personnelle. Ouais, il y a pas de règles, et effectivement, je pense qu'il faut trouver, la meilleure, façon pour soi en tout cas, et puis voilà. Et du coup, tu vois, tu parlais de crémation, alors on sait qu'il y a l'inhumation. Est-ce que toi, tu sais, lorsque tu vas décéder, ce que tu aimerais pas ensuite? Ouais, je pense que la crémation, ça me va très bien. C'est vrai? Alors que toi, tu Ouais, travailles dans l'inhumation? ouais, mais écoute, alors d'ailleurs, je vais revenir sur un point important de sémantique. On ne dit Ouais, pas incinérer. C'est un truc qui OK, m'énerve. d'accord, Souvent les gens parlent d'incinération. On OK. incinère les déchets. On crémationne les vivants. C'est bien, tu as vraiment raison de préciser parce que c'est horrible, en effet, c'est on incinère des déchets. C'est incroyable, mais tu sais que ça se dit très régulièrement ça, en fait? Mais oui, mais parce qu'il Incinérer. y a encore quelques années, en fait, voilà, on disait, incinération, incinérer, c'était comme ça qu'on parlait. Mais, aujourd'hui, c'est plus le cas et vraiment, on fait vraiment cette distinction. Moi, ça m'écorche toujours un petit peu les oreilles, même si je comprends tout à fait et qu'il y a pas de souci. Mais voilà, on incinère les déchets et on crémationne, les humains, et même on parle d'incinération pour les animaux, mais moi, ça me hérisse le poil. On Bah oui, crémationne aussi pour moi les animaux. sûr, mais c'est oui, c'est des êtres vivants donc ça a du sens et du coup, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse de tes cendres? Parce que comme tu disais tout à l'heure, on peut tout faire avec les cendres, hein. Les gens pensent toujours qu'on peut les Mmh. garder dans une urne, mais en fait non, tu peux les envoyer, alors il y en a qui disent dans l'espace, mais en fait dans les airs, tu peux les mettre, les envoyer dans la mer, enfin il y a plein de choses à faire et je crois même qu'aujourd'hui, tu peux faire pousser un arbre avec des cendres, hein, c'est ça? Ouais, alors c'est encore limite, c'est souvent en jurisprudence, pour l'instant, la loi, nous laisse peu de possibilités. Moi, je sais personnellement que j'aimerais que mes cendres soient dispersées, en République tchèque. C'est de là d'où je viens et c'est de ces racines-là desquelles je me sens le plus proche. Mmh. Hem, Maintenant après on fera ce une fois que je serai morte, j'ai envie de te dire, on fera ce qu'on veut de mes cendres, je serai plus là pour le entre guillemets «pour», le voir. Si, mais bon, une fois que je suis morte, de toute façon, je peux plus rien faire, donc voilà. Oui, tu peux plus rien faire en effet, à part peut-être, enfin, on je sais pas trop comment ça se passe de l'autre côté. Est-ce que vraiment on peut avoir de l'influence sur les vivants et les guider? Est-ce que pour toi c'est possible de faire ça? Bah, écoute, si c'est possible, en tout cas, ça marche pas souvent, parce que D'accord. force est de constater que, il y a quand même beaucoup de fois où, il faut pas oublier aussi que quand on parle de mort, on a aussi des familles qui sont parfois déchirées, Ouais. et voilà, les souhaits et les volontés ne sont pas toujours forcément respectés par les vivants. Ah ça, c'est terrible, hein. Avec ce qui s'ensuit, tu sais, les histoires d'héritage, ça, je crois qu'après la mort de quelqu'un, il y a tellement d'histoires, d'ego, hein, pour moi. Il y a Oui, il y a beaucoup d'histoires d'ego, il y a beaucoup de familles qui se déchirent. C'est incroyable, ce que la mort peut provoquer au sein d'une famille. à Tu as dû la assister à des mort, choses, toi? Ouais, oui, ça exacerbe les passions. incroyable. Vraiment. C'est parfois, de manière vraiment très moche. Ouais. Mais après voilà, malheureusement, d'où l'importance aussi, tu vois, de faire un contrat obsèques. Parce qu'éventuellement, quand tu as fait ton contrat obsèques, bah, on est obligé de respecter ce que tu voulais. Donc Complètement. si tu es en bisbille avec ta famille, au moins comme ça, tu es sûr que, tout sera respecté, à la lettre.
Complètement. Moi, ma grand-mère avait eu, j'ai envie de dire intelligence, hein, mais justement par rapport à tout ce que tu dis, de faire un contrat obsèques, qu'elle avait tout payé. Elle s'était occupée de tout avant sa mort et elle est morte pourtant 15 ans après. Et c'est vrai que le jour où ça arrivait, bah voilà, tout était clair et il y avait rien à discuter et même l'héritage, le testament, tout était rédigé. Il y a plus après enfin comme ça évite justement les guerres entre familles et ça permet aussi de se concentrer sur le principal qui est la mort de quelqu'un et pas des histoires d'héritage ou des histoires matérielles comme d'habitude en fait. Et c'est bien le problème de notre génération, c'est que tout va toujours vers le matériel. On oublie le spirituel et le plus important qui est on vient de perdre quelqu'un, tu vois. Et ça c'est terrible. C'est ça. Alors, si tu veux bien, justement, on va remonter un petit peu dans l'histoire et essayer de comprendre comment on en est arrivé justement à cette finalité qui est qu'aujourd'hui, les gens justement ont très très peur de la mort, ils sont devenus très matériels justement, et qu'il y a cet aspect spirituel qui a un petit peu disparu, alors qu'au final, si on remonte un petit peu dans l'histoire, cette histoire d'inhumation, puisque c'est surtout, ça commence par l'inhumation, revient à l'époque du Néandertal. C'est à partir de là qu'on constate vraiment qu'on commence à enterrer les défunts, qu'on les met en position fétale, qu'on met même des fleurs. Donc il y a une importance. Et cette importance, elle vient aussi qu'à partir du Néandertal, il y a une croyance qui se porte vers la vie après la mort. Alors on a encore du mal à déterminer aujourd'hui si c'est quelque chose qui est ancré au fond de nous, qui est dans nos gènes et qui existe vraiment, ou si c'est une croyance qui est apparue au Néandertal parce que l'homme avait peur de la mort et qui voulait croire qu'il y avait quelque chose après. Par contre, c'est hyper intéressant de se dire que cette croyance remonte quand même à aussi loin, donc c'est vraiment une croyance plurimillénaire qui est aussi mondiale puisque dans toutes les cultures, toutes les religions, et on parle bien d'époques où il n'y avait pas Internet, où on pouvait avoir des informations sur tout, tous les peuples ont pratiqué l'inhumation ou la crémation parfois dans certains pays, mais dans le seul but d'accéder à la vie après la mort, puisque c'était une croyance universelle. Ce qui est aussi intéressant en fait, c'est de se dire qu'à l'époque, les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, intégraient très bien la mort à la vie. C'est-à-dire que durant notre vie, on savait très bien qu'on allait mourir tout comme nous, sauf qu'on n'en avait pas peur. On en parlait souvent, on préparait même sa mort. Et c'était vraiment quelque chose de normal parce que en vérité, il y a beaucoup de cultures aussi qui misaient sur la vie après la mort. Et il y a même des cultures comme à l'époque de l'Égypte antique qui misaient plus sur la vie après la mort que sur la vie de son vivant. Et c'est aussi ce qui est hyper fascinant avec l'égyptologie, c'est de constater qu'en fait, toutes ces pyramides, toutes ces momies sont vraiment dues au fait qu'il fallait bien inhumer les défunts pour qu'ils puissent avoir une vie merveilleuse après la mort. Enfin, quand on s'intéresse vraiment à la chronologie anthropologique vraiment de cette vision de la perception de la mort, c'est absolument incroyable. Enfin, moi, ça me fascine en fait de voir que ça a été absolument universel et depuis toujours. Et en fait, il y a d'autres cultures, tu vois, par exemple, il y a la culture celte qui a une vision aussi dont moi je me sens le plus proche, qui voit la mort simplement comme un passage en fait, un truc hyper naturel où genre mort et vie vont complètement ensemble et la mort c'est un passage qui est pas vraiment important. Et d'ailleurs, quand on fête Halloween le 31 octobre, en vérité c'est le Samhain. Alors je sais jamais si on dit Samhain, Samhain, je sais pas si tu sais. C'est Samhain. Samhain. Bon bah tu vois, je savais qu'il y avait un petit truc un petit truc différent. Et du coup, le 31 octobre, le Samhain serait le moment de l'année où les vivants et les morts peuvent enfin se réunir. Eux, ils décrivent ça en fait comme un voile qui se soulève. Je trouve ça hyper beau parce que eux, ils disent il y a pas de paradis, il y a pas d'enfer, machin. C'est vraiment on est tous au même endroit, mais c'est juste qu'au quotidien en fait, on fait pas attention les uns aux autres. Enfin, le 31 octobre, on peut tous se retrouver. Et c'est un petit peu aussi la vision au Mexique. Il y a plusieurs cultures qui vont aborder cette vision-là, qui est que arrêtez avec vos au-delà ou machin, votre paradis en tout cas, la vision de paradis et d'enfer qui est aussi venue avec les religions, alors pas forcément les religions modernes, mais avec les cultes, les religions anciennes, simplement, alors souvent, paradis, enfer, ça a été plus pour contrôler les peuples, je sais pas ce que t'en penses, mais beaucoup plus pour apporter des règles et dire, voilà, en gros, comportez-vous bien et vous irez au paradis. Ouais, c'est une version très manichéenne, je trouve, Exactement, le bien, le du mal. bien et du mal qui ne laisse place à aucune nuance, en fait. Et qui permettait, via des croyances, de contrôler un peu les peuples et de leur dire, voilà, ne faites surtout pas ça, parce que sinon vous n'allez pas atteindre le nirvana ou le paradis, ou voilà, selon les religions. Et il y a surtout
notre monde moderne, on va dire depuis peut-être 2-3 siècles, qui est devenu plus matériel, moins spirituel, et en fait qui a développé très étrangement cette peur de la mort, parce que du coup, je pense que l'être humain actuellement est beaucoup plus dans le contrôle, est beaucoup plus terre à terre, et la mort c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler, et du coup ça lui plaît pas du tout. Et en prime, on est sur des générations, des peuples qui croient déjà beaucoup moins en religion, mais aussi qui croient beaucoup moins en l'au-delà et en la vie après la mort. Et là, ce qui se passe depuis, on va dire, au moins 2 siècles, c'est que les personnes qui vont s'intéresser, ou en tout cas les filières qui vont s'intéresser à ce domaine-là, l'au-delà, tout ça, ça va être la théosophie, la parapsychologie, le spiritisme, où on va vraiment tenter de mettre des expériences en place, de faire des recherches pour savoir s'il y a une vie après la mort. Mais on n'est plus, tu vois, sur des croyances, simplement des croyances. On est vraiment sur, on veut démontrer, on veut chercher. Et je vais pas le renier parce que de toute façon, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Et c'est pour ça que tout ça, ça a vraiment évolué, en fait. On est vraiment sur des visions très différentes, des perceptions très différentes. Et du coup, beaucoup moins d'acceptation de cette mort qui, en plus, est inévitable et on le sait. À partir du moment où on sait qu'on va mourir. Mais pourtant, on l'accepte pas. Toi, je sais que tu es aussi très, très fasciné par la mort et en tout cas par les cultes, par tout ce qui se fait au niveau de la mort. Est-ce que tu as des choses à nous raconter par rapport à ça? Bah, en fait, il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses qui sont intéressantes et qu'on peut relever. Déjà, c'est vrai que, la christianisation, a fait disparaître, ou en tout cas a paupérisé, beaucoup de cultes et de rites funéraires, en fait. Tout à fait. Tu vois, par exemple, il y a pas très longtemps, effectivement, sur Instagram, je parlais, d'un peuple indonésien qui vit dans les îles, pardon, Sulawesi. Et en fait, depuis, ils ont un culte aux ancêtres. Donc, en fait, quand la personne décède, bon, ils l'embaument et elle reste dans la maison pendant plusieurs semaines, mois, Oui, voire c'est vrai. années, Waouh. avant d'être inhumée. Ça se fait Pour toujours ça aujourd'hui, on est d'accord, hein? Alors, ça se fait toujours, mais avec l'arrivée de la christianisation au début du siècle, ça se fait de moins en moins Mmh. et finalement, petit à petit, ça va s'éteindre. Et c'est ça, en fait, aussi qui est dommage, alors je parle vraiment, tu vois, sur, démographiquement parlant, des peuples, qui sont, à une échelle démographique, pas énorme. Tu Oui. vois? C'est des rites, qui sont vraiment, localisés, en fait. Mais Mmh. du coup, avec l'arrivée des religions, en fait, ça tend à se perdre de plus en plus et puis, les jeunes générations, en fait, ne perdurent plus ce genre de culte et de rites funéraires. Alors d'ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que, cette mort qui devient tabou est aussi une mort cachée. C'est-à-dire que le défunt, les corps décédés, on ne veut plus les voir. Vraiment, l'être humain ne se sent pas capable de les voir, alors qu'au quotidien, dans les films, tout ça, on ne voit que ça, hein, la mort est permanente. Mais la mort dans notre vie personnelle, elle est pas du tout acceptée, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Et pourtant, Julie, tu as fait des recherches et tu as pu constater que à d'autres époques, c'était bien différent, hein? Oui, beh, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, en fait, puisque bon, on a l'impression que, c'est éloigné, mais pas tant que ça. Au XVIIe siècle, la morgue, c'était, le lieu de rendez-vous des Parisiens, du dimanche. C'est Alors, incroyable, je incroyable. sais qu'aujourd'hui ça peut paraître fou, mais il faut savoir qu'à cette époque, la morgue était installée sur les quais de Seine et en fait, on y mettait, on exhibait les corps des personnes qu'on avait retrouvées et dont on ne connaissait pas l'identité et en fait, donc il y avait des grandes vitrines et les gens passaient devant les corps. Alors en plus, bon, on imagine bien qu'au XVIIe siècle, au bout de 2-3 jours, ça devait pas être jojo quand même, hein, l'état du Ah ouais, corps. ça devait être une cata. On y mettait des gens qu'on avait retrouvés noyés dans la Seine, Oh et là cetera, là, ou des d'accord. prisonniers, enfin bon voilà. Et les gens en fait venaient pour tenter de reconnaître quelqu'un. Donc il y avait vraiment cette vocation-là, c'était pas, genre une curiosité malsaine, parce qu'on sait qu'aussi, par exemple, tu vois, au Moyen Âge, entre autres, la torture publique est née vraiment d'un peuple qui s'ennuyait un peu et qui essayait de s'occuper, tu vois? Là, on est vraiment sur, une vocation à être utile, à reconnaître des corps. C'est pas de la curiosité malsaine. Bah, à la base, oui, on est sur quelque chose qui est utile, mais au final, on est Ouais. d'accord que on est tous humains. Comme aujourd'hui, tout le monde s'arrête, et crée un bouchon devant un accident de la route pour Oui. regarder si on sait jamais il y a des morts et du sang. Là, c'est exactement la même chose. Tu te doutes bien que les gens,
du dimanche qui venaient à la morgue, ils venaient pour aussi cette curiosité très certainement un peu morbide, malsaine, tout ce que tu veux. Et tu vois, à la fois, c'est vrai que nous, on a cette réflexion aujourd'hui de dire, mon Dieu, c'est hyper morbide, machin, alors qu'une fois de plus, je dis, dans notre quotidien, dans les films et tout ça, on nous envoie de la mort, en veux-tu, en voilà, donc on est préparé pourtant, mais on arrive à dire que c'était morbide, alors que je crois que tu expliquais à l'époque qu'ils venaient en famille avec les enfants, et tu vois, au final, je trouve que c'est vrai que ça paraît morbide, mais c'est un bon memento mori aussi, hein. C'est voilà, les enfants, ça, c'est la mort, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est un truc que je serais capable de faire, en fait. Tout à fait. Ça fait pas si longtemps que ça aussi qu'on cache, la mort, Et oui, aux enfants. D'ailleurs, on peut aussi parler effectivement, de tout ce qui est, photographie, post-mortem, de tout cette à fait. fameuse époque, victorienne, Incroyable, hein. où, on faisait poser les enfants avec leurs aïeuls, leurs parents, leurs aînés, leurs sœurs, leurs frères, pour garder des souvenirs. Donc les enfants étaient vraiment au contact direct de la mort. C'est incroyable. Enfin, moi, à chaque fois que je tombe sur ces photos, déjà que je trouve à la fois morbide, mais il est bizarre ce terme, hein, mais à la fois morbide et à la fois ces photos sont splendides. Et c'est vrai qu'en plus à l'époque, il y avait une représentation de la photo parce que on était au début de la photographie, hein, donc les photos c'était très rare. Du coup, les familles pouvaient pas toujours se le permettre. C'est pas comme aujourd'hui. Et quand on faisait une photo, qu'on devait faire une photo dans une vie, on se disait qu'il fallait le faire au moment de la mort, plutôt que se dire qu'il fallait le faire au moment du vivant. Donc déjà, je trouve ça hyper représentatif. Et la photo, c'était sérieux. On n'était pas là pour déconner sur les photos, donc les gens ne souriaient pas, ce qui fait que quand tu regardes des photos victoriennes, c'est un peu morbide et flippant. Et en fait, quand tu connais l'histoire vraiment dans le fond, c'est hyper magnifique en fait. C'est je sais pas, c'est beau en fait, cette famille qui représente, un dernier instant avec, bah, voilà, un enfant qu'ils ont perdu parce que c'était souvent des enfants malheureusement ou même des adultes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui se ferait absolument plus aujourd'hui. C'est impossible. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain romantisme qui se Ouais. dégage, de ces photos-là. Bon, déjà, elles sont en noir et blanc. Peut-être que si Oui, elles étaient en couleur, tu vois, bon, on n'aurait peut-être pas cette même vision. c'est Elles vrai. sont en noir et blanc, elles sont en costume d'époque, voilà. C'est aussi toute une histoire qui fait qu'on romantise un petit peu la photo post-mortem. Alors, il faut savoir que, heu, en Afrique, alors moi, j'ai Ouais. déjà fait des inhumations, enfin, pour des personnes décédées en France et qui repartaient en Afrique derrière. Donc, j'ai assisté à des mises en bière, et cetera, et cetera. OK. Et beaucoup, ils engagent un photographe professionnel pour faire des photos du défunt. D'accord, waouh. Mais un vrai photographe professionnel. C'est pas, le cousin ou l'oncle, voilà. Ils embauchent vraiment quelqu'un qui, pendant toute la mise en bière, va prendre le défunt sous toutes les coutures. Avec genre des gens qui posent à côté, des gens de la famille? Alors pas en Afrique. En Afrique, vraiment, c'est, le défunt qui prime. Alors tu verras forcément, des bras, des machins, tout ça, mais ils posent pas. Par contre effectivement, j'avais fait un post aussi là-dessus, aux États-Unis, pays, de la démesure et de la décadence. Donc ça ne fonctionne pas tout à fait, comme chez nous. Ils pratiquent ce que j'appelle des soins de conservation extrêmes. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, ils mettent en scène les défunts dans des positions qui sont pas naturelles. Donc, j'appelle ça des soins de conservation de l'extrême parce qu'en fait, il faut, énormément doser, en formol. Enfin, il y a toute une composition chimique qu'on n'utilise pas du tout, nous, en France, puisque c'est pas le but. Nous, on veut pas figer, justement, le défunt. Eux, pour le coup, sont obligés de le figer puisqu'en fait, ils vont exposer au funérarium le défunt, par exemple, assis sur sa moto. Incroyable, j'ai jamais vu ça, c'est vrai? Alors, eh ben, écoute, j'ai fait un post sur Instagram dessus, tu pourras aller, Faudrait que j'aille voir, checker. oui. J'ai mis des photos justement. Il y a même, il y a un défunt, il est dans son canoë-kayak, il y a un défunt, il est debout, sur un ring de boxe, enfin voilà. Et effectivement, les familles, non seulement elles viennent et elles se prennent en photo avec, mais alors je crois que ça m'avait fait, vraiment, halluciner. Il y a un défunt, ils l'ont installé à sa table de poker, de jeu, enfin je sais plus ce que c'est exactement. Et la famille, bah, tu sais pas quoi? Joue au poker à côté du défunt. Tiens, je sais pas, j'arrive pas à savoir si je trouve ça génial ou pas. Je suis pas choquée, en tout cas. Enfin, je suis choquée dans le sens où j'en ai jamais entendu parler et je tombe des nues. Mais je trouve ça presque génial. Mais attends, j'ai une question technique. Donc, ils font ça on est d'accord pour les funérailles, mais après, au moment d'enterrer, du coup, il faut remanipuler le corps, j'imagine. Ouais, ouais, il faut, alors après, en remassant, très fortement et cetera, tu peux arriver, il faut prendre le temps, hein, mais tu peux arriver à rompre, le
OK. la solidité, quoi, en fait. Ouais, la Mais rigidité. voilà, la rigidité, mais bon, c'est moi non plus, je suis pas choquée. C'est spécial, en fait, c'est pas tout à fait dans C'est ma culture. inattendu, disons, mais ça me C'est ça. ça me choque pas. Je me demande même si je serais pas capable de faire un truc comme ça parce que, tu vois, je pense qu'une fois de plus, ça dédramatise un petit peu cet aspect qu'on a de la mort qui est de: «Mon Dieu, c'est terrible, pleurons et rendons le tout morbide, noir, incroyable, quoi» et du coup, je trouve que c'est un petit peu dédramatisé et jouer sur un autre aspect qui est que, bah, peut-être qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui autrement plutôt que, de l'imaginer dans son cercueil, tu vois? Et bah, je crois que je trouve ça génial, Bah, franchement. après, voilà, la seule différence, c'est que là, pour le coup, le défunt ressemble vraiment plus, tu vois, il a le teint cireux, mais ça, c'est normal, c'est dû à la composition des Ouais. produits que tu vas injecter, mais voilà, il a le teint un peu cireux, il est quand même vraiment rigide. Souvent, on est obligé de leur mettre des lunettes de soleil. Eh ben Voilà. oui. Donc, Mais je vais aller voir ton post parce que je suis très très intriguée de voir ça. Alors justement parce que toi juste sur ton Instagram surtout tu mets toujours des histoires très très intéressantes comme ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? alors sur Instagram, effectivement, Julie est un toutoun. Oui, je sais, le nom est particulièrement pas approprié, mais écoute, ma foi. Je le mettrai sur le compte Instagram. Tiens, d'ailleurs, le podcast a un compte Instagram maintenant, mais je te taguerai dessus, ça sera plus simple parce que c'est vrai que moi, la première fois, je savais pas, même pas comment l'écrire, alors que c'est tout simplement comme ça se prononce, hein. C'est Julie ça, et un exactement. toutoun avec des tirets à chaque fois. Voilà. Donc là, en fait, même si c'est un nom très spécial, vous verrez que son Instagram est hyper intéressant parce qu'elle aborde justement le sujet de la mort et qu'elle raconte beaucoup d'anecdotes comme ça parce que, bah, comme tu le dis, hein, t'es thanatologue et du coup, la mort te fascine et t'intéresse et je trouve qu'en effet, de toute façon, c'est hyper fascinant. Alors d'ailleurs, j'ai vu que tu avais parlé sur ton Instagram d'un magazine qui était sorti récemment et qui aborde ce sujet-là. Tout à fait. Alors, je sais pas si on peut encore le retrouver, en kiosque parce que je sais qu'il y avait un petit nombre de tirages, qui Ah! avaient, été effectués, mais il faut tenter. C'est un magazine qui s'appelle Mortem, OK. comme son nom l'indique et qui, a l'ambition en tout cas de pareil, de rendre ses lettres de noblesse à la mort. Voilà, donc là, le premier numéro est sorti en mai Mmh. et donc il va falloir lui laisser un peu le temps, de s'installer et de voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est prometteur. Donc c'est prometteur, c'est ce que j'allais te demander. C'est plutôt pas mal? C'est prometteur. Après, moi, j'ai d'autres exigences effectivement parce que Ouais. ça reste générique. Pour moi, ça creuse pas encore assez, mais c'est OK. normal puisque je suis aussi dans la partie, donc forcément, j'ai un regard, un peu plus exigeant, on va dire. Hem, mais finalement, ce magazine, il est pas fait pour les gens comme moi. Il est plutôt fait pour les gens, qui s'y intéressent sans oser en parler ou qui auraient Mmh. des interrogations et qui «n'y connaissent rien» entre guillemets. Ouais, ouais, je pense. Donc du coup, a priori, il fait le taf. Pour l'instant, écoute, au premier numéro, je trouve que c'est prometteur. Bah, écoute, je vais essayer de m'y intéresser, je vais essayer de voir si je le trouve. Et puis si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à regarder aussi, à côté de chez vous si vous le trouvez. Alors petite question du coup Julie, toi qui es si spécialisée dans le domaine de la mort et de l'après-mort, quels conseils tu pourrais donner, à des personnes qui sont peut-être en train de vivre justement aujourd'hui, un deuil? Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de leur dire? Alors, le seul conseil que je donne régulièrement, c'est qu'effectivement, le deuil, c'est quelque chose de très personnel et qu'il ne faut, jamais laisser qui que ce soit, te dire que ton deuil n'est pas légitime, que, Ouais. «Bah, dis donc, ça fait 6 mois que ton père, il est mort, tu pourrais arrêter de pleurer». Enfin, tu vois, ça, Ah c'est ouais. c'est le genre de phrases, qui sont pas vraiment dans la bienveillance en plus et qui Mmh. m'agacent au plus haut point. Parfois, on va arrêter de pleurer au bout de 6 mois et parfois on va arrêter de pleurer au bout de 3 ans et on connaît pas les histoires qu'on a avec nos familles, Tout à fait. avec nos défunts. D'ailleurs, j'en profite, qu'ils soient des défunts, qu'ils soient humains, ou des animaux, parce que pour Ouais, moi, c'est tout la à même fait. chose aussi Exactement. et voilà, le deuil, ça prend le temps que ça prend, en fait et il y a pas de règle. Il y a une r entre guillemets, on va dire qu'il y a une chronologie sur les étapes du deuil qui est plus ou moins souvent la même, mais par contre, le deuil en lui-même, faire son deuil, ça peut prendre toute une vie.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire parce que déjà merci, d'avoir fait cette précision parce que je pense que ça va aider beaucoup de monde, entre autres des personnes qui pourraient avoir du mal à s'en sortir et qu'on culpabilise. Alors je trouve qu'il y a rien de pire en fait, tu as déjà une personne qui est dans la souffrance, on va la culpabiliser de souffrir. Enfin déjà ça c'est pas possible. C'est les gens qui font ça déjà peut-être éloignez-les de votre vie parce que c'est des personnes un peu toxiques et ensuite j'allais dire, moi j'ai l'impression que le deuil il se fait jamais vraiment, c'est-à-dire je sais pas ce que c'est vraiment le deuil, mais si c'est ne plus pleurer pour quelqu'un, moi je pense que non, tu le fais pas en fait. Ta vie continue, voilà, tu y penses peut-être pas tout le temps en permanence machin, mais moi si je me pose 2 secondes pour penser aux personnes que j'ai perdues, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, ça m'arrive très très souvent de pleurer, mais vraiment, tu sais, de tristesse parce que les personnes me manquent, parce que j'aimerais qu'elles soient là à un moment précis, parce que je vais écouter une musique qui va me rappeler ces personnes. Et je pense que tu oublies jamais vraiment. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Le manque physique, je pense Ouais, qu'effectivement, c'est le c'est ça. pire, en fait. Ouais. C'est vraiment ce manque physique et puis, moi, il me viendrait jamais à l'idée d'aller dire à quelqu'un qui a perdu son enfant: «Oh, c'est bon, fais ton deuil, quoi, passe à autre chose». Mais quelle horreur! Mais même, Enfin, enfin, son voilà, ou enfant fais-en encore un pire, autre, bien sûr, mais oh là là! comme Il y a j'ai pu vraiment des l'entendre gens une qui disent fois. ça? C'est vrai? Tu as Ouais. assisté à ça? Mmh. Mmh mh. Bah, tu feras un autre. À une dame qui avait perdu son bébé à 1 mois. Mais c'est pas possible, c'est pas Mmh. possible. Mais est-ce que tu penses que ces gens, qui font ce genre de réflexion sont vraiment mauvais ou c'est une sorte de j'ai du mal à croire qu'on soit aussi méchant, c'est incroyable. C'est tellement déplacé. Ouais, je pense que enfin, moi, j'espère, en tout cas, je me dis que c'est involontaire. Je pense pas que ça soit de la méchanceté. Je pense que c'est, de la maladresse, l'envie Ouais, de vouloir réconforter, mais on sait pas quoi faire et tu sais, beaucoup de gens ont peur du silence. Alors que ça aussi, c'est ouais, un autre conseil effectivement que je peux donner, mais les gens qui sont en deuil, parfois, ils ont juste besoin d'être écoutés. Ils demandent ouais. pas à ce que des mots sortent, voilà. Juste, tu sais, une main posée sur une épaule ou le fait d'être là et d'écouter, ça suffit. On n'a pas besoin forcément de mots. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on aurait oublié, de mentionner pendant sur la mort, sur la vie après la mort? Ah mais là, on est parti pour 4 heures encore. Ah, on pourrait parce que de toute façon, en plus, toi, tu es assez fascinante et mais déjà, je vous dis, si vous ne suivez pas Julie, allez la suivre parce que c'est vraiment fascinant ce qu'elle raconte et on pourra refaire, je pense, à mon avis, ça va être très, très demandé, on pourra refaire une version 2, de la mort et aborder d'autres sujets, si tu le veux bien. Avec grand plaisir. Bah, écoute, avec grand plaisir, plaisir partagé. Bah, je te remercie en tout cas pour cette édition. Je pense qu'on va s'arrêter là pour celui-là. Merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps et merci beaucoup, de ta sagesse, et de tout ce que tu sais, de ta culture, c'est incroyable. Écoute, merci à toi, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui émule, les gens de manière positive ou négative, mais en tout cas, la mort ne laisse personne indifférent. C'est le mot de la fin, bravo. C'est parfait pour conclure. Je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt. Bon courage en tout cas, pour le boulot et pour tout ce qui se passe actuellement et on se retrouve bientôt avec grand plaisir. There is no death. It is only a transition to a different sphere of consciousness.